Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour: génocide, crise politico-économique, difficultés entrepreneuriales, gouvernance de la ville de Kinshasa. Que faut-il pour un redressement décisif de notre pays? Ces sujets, nous allons l'aborder avec un invité détail. Notre invité, c'est M. Claude Malouma. Il est un entrepreneur chevronné depuis maintenant plus de 2 décennies. Il est à la tête du groupe Malouma qui œuvre dans plusieurs secteurs. Et parallèlement, il dirige Delect International, qui est une entreprise qui offre des solutions anti-incendie. Il est auteur du livre « Génocide pour votre confort », le livre qui fait parler de lui. C'est la tournée euro-américaine qui a été récemment faite. Ces livres qui sensibilisent sur le massacre imposé impunément à la République démocratique du Congo et qui propose des panacées pour arriver à reconnaître ces génocides-là. Il ne voudrait pas que je le dise, mais il est producteur du Parlement des étudiants. Parce que c'est lui qui offre à vous, chers téléspectateurs, ces programmes. C'est dans ces beaux cadres de sa chaîne GMR TV que nous tournons. Donc c'est à la fois un philanthrope qui encadre la jeunesse, qui nous permet donc en tant que jeunes de nous préparer. Donc vous voyez derrière ces programmes un homme en nombre. C'est Claude Malouma, à qui nous disons beaucoup de merci d'avoir cru en nous et de nous avoir accordé cet espace pour nous exercer et préparer la jeunesse à comprendre les enjeux du pays. Donc nous ne cesserons de lui remercier. Mais aujourd'hui, il est notre invité. Nous allons aborder avec lui les sujets qui ont été annoncés. Et sans plus tarder, M. Claude Malouma, vous avez 20 minutes pour nous faire une présentation magistrale du sujet inscrit à l'ordre du jour: génocide, crise économique, difficultés entrepreneuriales en RDC et gouvernance de Kinshasa. 20 minutes pour nous brosser les gros du tableau et ensuite vous allez être soumis aux questions-réponses des étudiants qui sont prêts à vous interroger à ces sujets. Vous avez la parole pour votre allocution. Bonjour l'assistance, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le Président, bonjour le bureau, bonjour les parlementaires. L'actualité obligeant, je vais commencer par glisser quelques mots par rapport à l'accord qui venait d'être signé le 4. Notre livre en avait prévu et notre livre en a parlé, les accords. L'Empire Ematuti négocie toujours avec une idée dans la tête. C'est pour cela notre livre, on en rappelle de cet accord que les Congolais restent vigilants et que depuis les 4, soyez très prudents. Parce que nous savons déjà, nous avons dit cela dans notre livre, dans notre écriture. Ils vont activer leurs cellules dormantes. Ils vont traîner les pas. Ils vont inventer des raisons farfelues. Mais Congolais, restons debout. C'est la terre de nos ancêtres. Et je vous l'ai prédit, je pense que beaucoup, quand j'ai écrit mon livre, ont vu que tout ce que j'ai écrit se réalise. Je sais qu'ils vont miser sur les élections après 2028, parce que c'est pour la première fois que M. Kagame, les criminels de son État, Hitler d'Afrique, que moi j'appelle avec les compatriotes congolais, 15 millions de morts, sans compter des viols, des massacres, des tueries des enfants. Ils sont tellement spécialistes, ils vont choisir leurs marionnettes locales qui vont vous parler le contraire de ce que nous vivons. Mais nous devons retenir qu'un contrat est une volonté des deux parties. Quels que soient les articles
quel que soit le message qu'on va nous véhiculer, nous devons retenir une chose. Qu'il y a des conditions pour exercer, pour accomplir, pour répondre aux conditions, à l'acceptation des éléments mis dans un contrat. Et ils vont miser l'élection de 2028 parce qu'ils savent que Félix Tshisekedi a coincé M. Kagame. Pour la première fois, M. Kagame est devenu plus qu'un perroquet africain. On l'a sorti de sa tanière. Il a commencé à parler. Et en ce moment, nous avons l'espoir toujours de l'occupation, de l'indépendance et de la non-balkanisation de notre grand Congo. Nous devons toujours retenir dans notre tête ce qu'on a écrit dans le livre. Le plus, c'est l'empire Ematuti, qui est concentré. Tous les vaillants fils de ce pays en ont parlé, commençant par Mouzé Kabila qui avait dit « Ne trahissez jamais votre pays. Ne jamais trahir le Congo. » Heureusement, selon moi, cet accord n'a rien à voir avec l'accord signé en 2012. L'accord entre amis, où il devait y avoir plus de 300 kilomètres à l'intérieur du Congo aux mains du Rwanda. Je parle bien de l'accord de 2012. Le Congo devrait céder plus de 300 kilomètres aux Rwandais pour exercer. Les rebelles devraient être le seul à administrer l'Est du Congo. Et le brassage dont nous sommes victimes aujourd'hui, de l'infiltration de notre pays, dont vous avez vu des généraux, des officiers, trahir leur pays pour des intérêts occultes. Et tout ça, c'était bien mentionné dans l'accord signé en 2012. La nomination et gestion de tout l'Est du Congo devrait être l'élément exclusif au Banyamulenge, alors que tous les tribus du Congo sont minoritaires. Et si tous les tribus du Congo commençaient à réclamer une gestion d'une partie de la province, nous ne sommes plus une nation, nous ne sommes plus un pays. Personne ne peut être privilégié par rapport aux autres. Nous devons être tous traités de la même façon. Les brassages, les perceptions, tout ce qu'on a vécu, c'est ça qui a fait que nous soyons aujourd'hui dans cette situation. Comme nous l'avons démontré dans notre livre, M. Kagame et ses complices congolais avaient tellement sous-estimé Félix Tshisekedi. On peut l'aimer ou pas l'aimer. En ce moment, il est notre porte-étendard en face de M. Paul Kagame, Hitler d'Afrique criminel. Ça fait 30 ans qu'il a tué des Congolais, ce monsieur. C'est lui, en ce moment, qui fait barrière à M. Kagame. Et pour cela, ils ont tellement sous-estimé que nous, on avait étudié une histoire, monsieur le président, on appelait Kandolo, plus intelligent que Kandolo Tumeur. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Kandolo, de lire Kandolo. Ils ont oublié que c'est le fils des Sphinx délimité qui nous disait, le peuple d'abord, ne jamais abandonner la lutte, surtout quand la cause est juste. Notre cause est juste, chers Congolais. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes un grand peuple, un grand pays, bâclé d'histoire, que personne ne vous trompe. De Laurent Désiré Kabila, Mouzé, qui disait « Ne jamais trahir le Congo ». Félix Tshisekedi a adopté ce principe de ne jamais trahir du Congo. La phrase de Mouzé Kabila, il a refusé d'accepter que Kagame le manipule comme il le faisait d'antan. Mouzé Kabila avait dit la guerre serait populaire et longue. Nous en avons la preuve, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, d'autres n'étaient pas encore nés. Mais nous avons écouté cette phrase, la prononcée.
La guerre est devenue tellement populaire aujourd'hui que nous avons nos vaillants compatriotes que je salue ici, les Wazalendo. C'est un peuple qui s'est vu ses mamans violées, ses filles tuées, les enfants assassinés, massacrés. On nous a coupés comme des animaux. Ils ont rendu la guerre populaire. C'est la phrase que Mouzé avait dit. Les États-Unis Congo, pour votre confort, génocide in Congo from your comfort. Le livre est en 2 versions, français et anglais. Nous l'avons écrit pour faire connaître la version de la guerre congolaise. Nous l'avons écrit pourquoi? Parce que nous avons vu que les Rwandais s'étaient mis en chantre dominant de tout ce qu'on appelle les médias. Et surtout, qu'ils sont accompagnés par des médias, plusieurs médias internationaux qui les accompagnent. Et il y a beaucoup de pressions qui sont faites aussi. La réussite n'est pas de nous-mêmes. La réussite n'est pas du président Félix Tshisekedi. La réussite n'est pas des politiciens. Encore des politiciens traîtres, il y en a. La réussite est pour vous tous. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a des compatriotes qui sont dans des TikTok, qui sont dans des réseaux sociaux, à l'étranger, de la diaspora, qui se battent, qui passent leur temps à défendre la République démocratique du Congo et à faire passer le message du fond de Walungu, du fond de Kivu, du fond de Kamanyola, tous les jours, pour sensibiliser, pour conscientiser, et ça, c'est des personnes qu'on devrait respecter. Et je leur rends hommage ici, pour cela. Et l'autre principe que Tshisekedi a respecté de Mouzé Kabila, il avait dit la guerre va retourner d'où il est venu. Voilà là où est arrivée la diplomatie agissante. Là où tout le monde disait il voyage pour rien. Pendant 30 ans, pendant 20 ans, plus de 20 ans, le Congo n'existait plus dans l'échiquier international, ni des tables de droits de l'homme. Aucune organisation nous en voulait parce que nous avions l'infiltration. Il s'est trouvé qu'il y avait des représentants rwandais à la place des Congolais. Imaginez un Rwandais, on veut condamner le Rwanda, il présente le Congo, il va défendre le Rwanda. Nous étions infiltrés d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Et personne ne voulait nous donner la parole. Même en Suisse, CDH, les droits de l'homme, on n'avait pas de parole, on n'avait aucune parole au Congo, on ne nous écoutait pas. La guerre, comme disait Mouzé, va retourner d'où il est venu. Je vais juste vous poser des questions. Dans quel pays on a signé l'accord? Où Kagame avait-il été formé à la CIA? Par quel service secret? Pour le but d'envahir le Zaïre de l'époque, la RDC aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est là où la signature du 4 qui a décidé. Donc, la parole de la guerre. Dans notre livre, on a parlé des démocrates, des USA, Bill Clinton, les Soros, Hillary Clinton, Madeleine Albright, qui sont le parrain de Kagame. C'est là, aux États-Unis, qu'il y a eu signature du 4. Donc vous comprendrez la parole, la dernière parole du Mouzé qui dit la guerre va retourner d'où il est venu. Pas de problème, président. J'insiste, je dis, M. Tshisekedi n'est pas parfait comme nous autres. Actuellement, il est au front. Il risque sa vie pour nous tous. Parce que les pressions furent tellement fortes. Et interne, nous avons des collaborateurs du Rwanda. Vous vous souviendrez, le président Mbosso, qui a déclaré clairement que
chers collègues, quitter les groupes armés au Parlement. Et vous avez vu dernièrement, il y a plus de 30 généraux qui sont arrêtés. Ce n'est pas hasard. Il y a des complices internes. Et nous avons un si grand déficit communicationnel que nous sommes en train de relever. Nous avons choisi les livres. Il y en a d'autres qui ont choisi les moyens communicationnels, que nous sommes là. Il y en a d'autres qui ont choisi des réseaux sociaux. Nous tous, on fait partie d'un peuple digne qui défend ses intérêts. Maintenant, je vous dirai pourquoi j'ai écrit ce livre. Je vais les lire. Nous avons certes rencontré la version congolaise du génocide congolais, les massacres, les viols, les fausses communes, la conscience patriotique, une sensibilisation efficace, mais aussi l'élite congolaise qui a trahi son peuple. Les généraux là sont l'élite congolaise qui trahissent leur peuple. Nous avons prévu cela. Depuis 30 ans, cette guerre injuste contre la République démocratique du Congo subit de plus en plus que tous les crimes atroces commis sur la terre du ciel ouvert perpétrés par les ordres barbares d'un petit pays belliqueux, le Rwanda de Paul Kagame, malgré les nombreux massacres documentés, l'accumulation d'ouvrages et les rapports officiels qui dénoncent de multiples crimes de masse des soldats rwandais sur les populations congolaises, la communauté internationale a toujours gardé silence. Étrange. Chaque jour, montent au ciel les cris de Congolais. Les rapports sont établis qui sont restés dans des tiroirs. Les rapports mapping, dont ils ont eu peur de continuer la comptabilité, par peur de battre les records barbares de l'humanité, d'où plus de comptes sont stoppés depuis 2003. À ce jour, plus rien. La Banque mondiale a aussi sans vergogne arrivé à valider les documents proclamant le Rwanda comme le premier producteur et exportateur mondial du coltan, un minerai inexistant sur son sol. Donc, je vous montre là la complicité internationale. C'est ça qui nous a amenés à écrire ces livres. L'Union européenne venait à peine les guerres d'agression, pillage, violence, viol, meurtre de l'agression rwandaise, signer officiellement un accord d'achat des minéraux au Rwanda qui n'en possède pas une, chaîne de valeur et de résilience pour les minéraux de sang congolais qu'ils veulent à tout prix. Point 3. Ils ont vu le génocide ils ont vu le génocide de 800 000 personnes, de 800 000 Rwandais. Ils en avaient vu des personnes au Rwanda, malheureusement, qui sont morts, mais ils n'ont pas vu les 15 millions de la République démocratique du Congo d'un grand crime de guerre, un assassinat de masse sans défense, la plupart du temps, les méthodiques par Kagame, le nouveau Hitler d'Afrique, les bras séculiers des multinationales et des pays occidentaux qui refusent toujours de voir la réalité en face. Jusqu'aujourd'hui, ils refusent d'appeler ça génocide. Et voilà le combat que nous devons amener, Président, pour faire reconnaître les génocides congolais. Accord, oui, mais les génocides congolais doivent être reconnus. Ça doit être le combat de tous les jours. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'âme de nos frères et sœurs, plus de 15 millions d'habitants, mourir sans revendiquer de droits. Nous interpellons aussi dans ces livres la conscience de l'élite congolaise, sa part des responsabilités remises en cause, les conséquences néfastes, négligeables à la gestion de la situation politicienne. Orientation économique du pays depuis son indépendance en 1960. L'accord signé parle des volets économiques. Nous l'avions anticipé dans notre livre. Parlant de cela déjà dans notre livre, et nous devons se préparer sérieusement à prévaloir en concurrence des entreprises régionales du Grand Lac. Nous avons signé un accord, mais sachez qu'il y aura des entreprises qui vont venir ailleurs, des États-Unis. Le gouvernement congolais et les décideurs, dont le ministre, la première ministre et le ministre de l'économie, des petites et moyennes entreprises, devraient anticiper la création, l'appui aux entrepreneurs congolais, chose inexistante jusqu'aujourd'hui. Dans ce cadre de notre chambre de commerce, Investissement Congo d'abord, nous interpellons aussi la diaspora congolaise, qui est la 27e province que j'appelle la 27e province de la RDC, par sa puissance financière. La diaspora congolaise envoie au pays entre 3 et 7 milliards et 9 milliards de dollars par an. C'est une puissance financière qui s'ignore. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'on puisse créer la banque de la diaspora. Comme d'autres pays qui se sont organisés.
économiquement, les projets salutaires pour le pays. Comme dans les temps, nous avions des grands hommes. Nous avions dans ce pays, beaucoup d'entre vous ne le savez pas, nous avions dans ce pays des grands hommes et femmes d'affaires. Zaïrois, économiquement très dynamique. J'ai cité Dokolo. C'était le premier noir à avoir créé une banque dans l'Afrique subsaharienne. C'était dans ce pays. Nous avions Bemba Saolo Nadjano. C'était celui qui avait des avions. Il avait des avions, DC-10, des avions qui partaient en France, aux États-Unis, partout. Nous avons Pascal Kinduelo. Nous avions Kisombe Kyakumwisi. Nous avions Katebe Katoto. Nous avions tant d'autres, Ventraska. Nous avions Lusakivana. Nous avons tant de Congolais. Pourtant, aujourd'hui, nous parlons d'une forme de la colonisation économique. La colonisation économique que nous vivons aujourd'hui, aucun Congolais ne peut faire face au nouveau maître de l'économie congolaise. Toute l'économie congolaise sont prises entre les mains de ces personnes que vous voyez. Voici les patrons congolais aujourd'hui. Les patrons congolais sont là. J'en interpelle aux gouvernants, aux ministres. Chaque corruption a favorisé ces gens au détriment des Congolais. Dans les chaînes de dépenses, paiement des dettes intérieures des Congolais. Voilà ceux qui sont payés les dettes intérieures. Ils sont payés. Favoriser l'économie congolaise, favoriser les hommes et les femmes d'affaires congolais. Voici le nouveau image. Le nouveau image qu'on a là, c'est ça l'image qu'on a du patronat congolais aujourd'hui. Je vous ai montré tout à l'heure le patronat congolais d'hier. L'espoir congolaise est à nos compatriotes nandais. Pourquoi je cite les compatriotes nandais? Les compatriotes nandais, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, il n'y a aucune entreprise de ces messieurs qui sont là-bas. Ils sont tellement patriotes qu'ils se sont organisés. Même les Indiens et les Libanais n'arrivent pas à ouvrir un magasin à Butembo jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont essayé sont tombés en faillite. Ils sont tellement nationalistes et patriotes. Et nous avons besoin de l'exemple des Nandais. Nous avons besoin d'aller en stage là-bas. Parce que nous avons perdu notre fleuron économique. Aucun Congolais peut faire face à ces nouveaux patrons qui sont les autres. Ne dit-on pas, la ventre qui te nourrit te commande. Tout ministre, toute personne qui a l'autorité, toute personne qui accepte la corruption d'un Indien, d'un Libanais, d'un Chinois est complice des massacres de ce pays. C'est un criminel qui devrait être arrêté, confiscation de tous ses biens. Nous avons lutté dans le cadre de ce que le président vous a dit dernièrement. Personnellement, j'ai lutté pour le cadre d'une terre qu'on appelle Mouchi Pentan. Un ancien gouverneur dans le Kwilu a vendu 42 000 hectares à un Libanais dont on a versé seulement à la caisse de l'État 39 000 $. Le 42 000 hectares, vous l'entendez, quand je vous forme, la Belgique est de 26 388 km². Le Rwanda, c'est 25 000 km². Vous imaginez 42 000 hectares, c'est un pays. Mouchi Pentan, terre très riche à Sakaro pour création de sucre, a été vendu. Et ces individus se cachent au Parlement. Heureusement, nous rendons hommage ici au ministre Akassia qui a signé l'annulation de ces contrats. Et nous apprenons qu'il y a des ministres qui se sont arrangés, malgré l'annulation, à continuer leur œuvre macabre avec ces personnes qui peuvent créer désolation. Les combats de ces réappropriations de l'économie congolaise par des Congolais. La proposition de transformer en banque d'investissement FPI pour la force économique réelle de ce pays. Nous n'avons aucune banque congolaise. Aucune banque existe. Toutes les banques, c'est pour les étrangers. Même les petits pays qui ne pouvaient pas résister au Congo, aujourd'hui, ont des banques chez nous. Nous devons prendre conscience de cela. Pour qu'enfin, l'FPI qui engage tout notre argent ici devienne une banque d'investissement à taux réduit pour les Congolais. Nous avons exigé la création de la banque de la diaspora à la capitale des Congolais de la diaspora. Les politiciens, vous devrez savoir tous ici, les politiciens ne créent jamais d'emplois. Ce sont les privés. Et vous devez avoir l'ambition
de devenir des chefs d'entreprise. Parce que vous allez créer d'emplois, vous allez secouer, vous allez bouger les cocotiers pour que vous redeveniez les propriétaires de ce pays. La sous-traitance congolaise devrait être vraiment contrôlée par un mécanisme d'un département du ministère d'Emploi, des PME et de l'économie et de nos chambres de commerce. Devrait être associé pour la transparence, pour que la jeunesse congolaise qui crée d'entreprises puisse avoir vraiment la sous-traitance comme il faut. Voilà, je conclue, Président. En 2040, voici ce que nous avons prévu. Si nous ne faisons pas attention à ce que je viens de vous dire ici, en 2040, nous serons près de 170 millions de Congolais. Si nous n'industrialisons pas notre pays, la chère patrie Congo, nous n'arrêtons pas à privilégier les étrangers au paiement de la dette intérieure que des étrangers, et autre avantage, d'arrêter la corruption des politiques et des agents de l'État. La moitié de la population, c'est-à-dire 85 millions de la population congolaise, seront condamnés et tués non pas par la guerre, mais par la faim, par la famine. Il y aura beaucoup de désœuvrés, de malnutris, de mendicité, et le pays à la dépendance extérieure. Voilà pourquoi on a écrit ces livres et pourquoi on a prévu tout cela. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Claude Malouma, vous pouvez prendre place. Nous allons débuter la série de questions-réponses. Nous commencerons avec la question de l'honorable Exaucé. Et l'honorable Samantha se prépare. Protocole, trouver un stylo incarné pour M. Claude Malouma. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires, d'entrée de jeu, j'ai salué l'intervention de notre invité d'honneur et je souhaite lui adresser deux questions d'actualité à l'occasion. Alors, Monsieur Claude Malouma, premièrement, il y a plus d'une décennie, c'est-à-dire depuis 2003, que Joseph Kabila a signé un accord de paix avec les Rwandais, notamment à Pretoria, sous la médiation du chef de l'État de l'époque, Thabo Mbeki. Et le 4 décembre dernier, le président Félix Tshisekedi a également conclu un accord de paix avec ces mêmes pays. Pensez-vous plutôt que cet accord puisse réellement instaurer la paix alors que nos deux nations l'ont déjà signé en 2003 et au regard du non-respect de cet accord de 2003, croyez-vous que Paul Kagame appliquera réellement au vrai sens du terme cet accord signé dernièrement? Et la deuxième question, et la seconde question pour terminer, quel article de l'accord de 2003 dispose que la RDC devrait céder 300 mètres de ses terres à la République du Rwanda? J'ai ainsi dit, honorable président. Vous préférez répondre une question après l'autre, on prend deux et puis vous répondez. Honorable Samantha pour son allocution. Non, deux, ça sera mieux pour que les téléspectateurs aient des feedbacks un peu à chaud. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, génocide pour votre confort, un titre fort. Je salue le courage de M. Claude Malouma et je recommande vivement cet ouvrage. Le chef de l'État a demandé la reconnaissance internationale du génocide congolais. Monsieur Claude Malouma, puisque votre livre désigne certaines multinationales et acteurs internationaux comme complices, comment obtenir cette reconnaissance alors que ceux qui doivent la donner sont eux-mêmes impliqués? Je dis.
Entre-temps, l'honorable Aboubakar et l'honorable Lys se préparent. Je pense que la première question, l'honorable a confondu des dates. Moi, je parle de l'accord de 2012, où Raymond Tchibanda a signé. Dans l'accord de 2012, c'est clairement écrit qu'on doit laisser 300 km au Rwanda à l'intérieur du Congo pour sa sécurité. Et dans l'accord de 2012, on a mentionné que le Rwanda, les Banyamulenge devraient administrer l'Est du Congo jusqu'aux nominations des territoriaux. Et c'est cet accord qui a permis qu'il y ait brassage en masse. Ce n'était pas des brassages individuels. Voilà un peu, vous avez parlé de 2003, moi j'ai parlé de 2012. Et à la question de l'honorable, qui voulait savoir comment est-ce que ces complices vont être... Non, à la première question, il y a deux volets. La première question, c'était, il y a eu signature de l'accord en 2003, il y a signature les 4. Est-ce qu'on peut compter sur Paul Kagame pour respecter cet accord alors qu'il n'a pas respecté l'accord de 2003? C'est pour ça que je parlais, dans mon allocution ici, je parlais qu'on soit prudent, qu'on soit vigilant. Et quand on est prudent, on est vigilant. Vous devez savoir, l'accord, c'est la volonté de deux parties. C'est conditionné. S'il ne respecte pas, nous, on ne respecte pas. Mais si lui ne respecte pas, c'est si que lui la paix ne revient pas. Si lui ne respecte pas, nous ne respectons pas. Si la paix ne vient pas, on fait quoi? Les Congolais doivent s'organiser. Les Congolais doivent être prudents. La prudence suffira? La prudence suffira. La prudence est que aujourd'hui, beaucoup de Congolais devraient prendre conscience. Justement, c'est pour cela que j'interpelle de ne pas suivre des politiciens qui cherchent des postes politiques, qui nous amènent dans des conflits. En ce moment, aucun Ukrainien, vous verrez qu'ils sont dans l'opposition, en ce moment, ils se battent pour leur terre. Si vous allez à Gaza, tous les Gazaouis, ils sont ensemble pour défendre leur terre. Ce n'est qu'au Congo, un pays en guerre, on est occupé, et il y a des politiciens qui se battent, qui se chamaillent pour qu'ils aient des postes. Donc, c'est pour cela, nous appelons aux parlementaires d'être conscients que nous devons véhiculer le message, que nous soyons unis, que le Congo doit rester uni. Nous sommes en train de vieillir, nous allons mourir, nous devons avoir le souci de penser qu'est-ce que nous allons laisser à notre progéniture. Voilà. À la deuxième question, l'honorable a demandé que nous avions, ce sont les mêmes personnes que nous dénonçons dans le livre, ce sont les mêmes personnes et qui devraient donner la paix. Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont faire quelque chose? La reconnaissance du génocide. Voilà là où nous en sommes. Déjà, le fait que c'était les démocrates américains qui soutenaient Paul Kagame, aujourd'hui, c'est symbolique que l'accord de 2004 soit signé à la Maison-Blanche. Déjà, c'est symbolique pour nous. Nous avançons. La reconnaissance du génocide, n'attendez personne pour vous reconnaître votre génocide. Justement, c'est pour cela que j'en interpelle à tout le monde. Chaque Congolais devait prendre sa part pour parler du génocide. Moi, j'ai fait ma part. Je l'ai dénoncé, je l'ai écrit, je l'ai mis sur papier. C'est aux Congolais qui vont s'approprier ces livres, de donner cadeau aux Blancs, de faire des bruits, chacun de sa façon. Il y en a d'autres qui parlent sur les réseaux sociaux, au lieu de danser, au lieu de passer le temps à danser, à s'insulter pour des futilités. Prenons conscience que les nôtres sont tués, assassinés. C'est à nous, Congolais, de revendiquer notre génocide, comme l'ont fait d'autres peuples. J'ai été en France, honorable, quand le président Tshisekedi, évidemment vous avez raison, en partie, quand le président Tshisekedi a prononcé les discours à l'ONU disant qu'il y a génocide au Congo, moi j'étais en France à ma tournée. C'est à ce moment-là, je faisais ma conférence et j'ai rencontré deux journalistes du Monde et du Figaro. L'un d'eux m'a demandé, Monsieur Malouma, votre livre c'est génocide au Congo pour votre confort. Mais nous on n'est pas d'accord, votre président s'est trompé, il n'y a pas génocide.
Moi, je lui ai dit, il y a des massacres, il a dit, il y a des massacres au Congo, il y a des viols, il y a des crimes de guerre, mais il n'y a pas génocide. Nous ne pouvons pas accepter comme ça qu'il y a génocide. Je lui ai demandé, en tant que patriote, en tant que Congolais, j'ai rigolé, je lui ai dit, moi, je vous confirme qu'il y a génocide. Donc, c'est ça le devoir de tout un chacun de nous. Il m'a posé la question de savoir, prouvez-moi qu'il y a génocide, parce que nous ne sommes pas convaincus qu'il y a génocide au Congo. Je lui ai dit tout simplement, en 1885, il y a eu le Congo avec 450 ethnies, tribus, comme vous voulez. Et je le rappelais qu'il y avait parmi ces 450, il n'y avait pas des tribus Banyamulenge. Et au Congo démocratique, toute tribu ou dialecte ou ethnie est minoritaire. Et qu'au Congo démocratique, quand on parle des Bayanzi, ils ont une langue qu'on appelle Kiyanzi, ils ont leur terre, ils ont leur chefferie. Quand on parle des Baluba, ils ont une langue qu'on appelle les Chiluba, ils ont leur terre et leur chefferie. Et je leur ai fait comprendre qu'ils puissent me donner quelle est la langue de Banyamulenge. Ils ne savaient pas, je l'ai aidé, je lui ai dit qu'il y a Rwanda. Déjà, on parle d'une langue rwandaise. Je lui ai posé la question parce que je sais que votre piège, c'est quoi? Vous croyez que je vais parler des minéraux pour que vous me dites c'est économique? Non, moi je reste sur le génocide et je sais ce que j'ai écrit. C'est là où, parce que les génocides, je dois le dire ici parce que beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Pour prononcer un génocide, il faut qu'il y ait élimination d'un peuple, d'une race, pour une raison donnée. Et moi je lui ai dit, la raison ici c'est notre terre. Je lui ai posé la question, les Banyamulenge, qu'est-ce qu'ils font là-bas? La terre là était la terre bantou des autochtones. On a tué nos chefs coutumiers pour remplacer notre terre, pour être là. Et en ce moment, je lui ai dit, et ça tombait bien parce que la ministre Mouchebele venait de faire l'interpellation du ministre belge des Affaires étrangères en lui disant que, voilà, en ce moment, il y a un Mouabi qui vient d'être arrêté. Mouabi de 80 ans qui vient d'être arrêté dans le Kivu parce qu'il a refusé de signer la cession des terres. Vous voyez? Donc, la raison, c'est la terre, notre terre qu'on veut, et on nous tue pour cela. Donc, le génocide est là. Donc, c'est-à-dire que tout Congolais a le droit de revendiquer, de faire apologie, de faire comprendre qu'il y a génocide chez nous. Voilà un peu, honorable. Merci beaucoup, M. Claude Malouma. Honorable Lys pour son allocution. Très rapidement, 1 minute 30 secondes. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, permettez-moi avant toute chose de saluer le parcours remarquable de notre invité. En effet, M. Claude Malouma se distingue comme l'un des exemples les plus éloquents de réussite entrepreneuriale congolaise. De l'industrie du diamant à la production musicale, il dirige le groupe Malouma, une entité diversifiée, active dans plusieurs secteurs économiques à échelle nationale et internationale. À ce titre, M. Malouma, je souhaiterais vous soumettre 2 préoccupations principales. Premièrement, au regard de votre trajectoire professionnelle, quels est, selon vous, les fondements de votre réussite des affaires? Est-ce une question d'opportunité, des stratégies, des visions ou tout simplement de résilience face à l'adversité? Deuxièmement, fort de votre expérience, quels sont, selon vous, les obstacles majeurs qui entravent l'entrepreneuriat des jeunes Congolais en particulier et celui des entrepreneurs congolais en général? S'agit-il des freins structurels, culturels, institutionnels ou d'un manque de formation et d'accompagnement? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Lys, pour son allocution. Honorables membres du bureau, chers collègues. Dans son ouvrage, notre invité aborde également la situation économique de notre pays. Monsieur Claude Malouma, j'ai 2 questions pour vous. La première, comment, malgré l'immensité de nos richesses naturelles, notre économie demeure structurellement dépendante? La deuxième, quelles, selon vous, les mesures concrètes et prioritaires à mettre en œuvre pour impulser une relance décisive de notre économie nationale,
dans les secteurs de banque, patronat, agriculture et bien d'autres. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Delis. M. Claude Malouma, pour rencontrer ces deux préoccupations. Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à la première question. Le premier secret de tout ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, il faut croire en soi. Il faut avoir ce qu'on appelle la foi, la confiance en soi. Si on vous dit qu'au départ, l'entrepreneuriat est facile, je mens. Vous allez recevoir des coups. On va chercher à vous abaisser. On va chercher à vous décourager. Mais quand vous croyez en vous, à votre projet, tenez bon et vous allez avancer. Nous sommes dans un pays tellement béni. L'erreur de commettre est de rester dans le domaine qu'on a étudié. Nous n'avons pas su s'adapter à la réalité mondiale. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez un plombier est mieux payé qu'un administratif dans les pays occidentaux. Nous avons des écoles de métiers qui permettraient aux gens de créer leurs propres entreprises. On devrait plutôt nous apprendre, comme aux États-Unis, comme ailleurs, dès le jeune âge, à travailler ensemble dans des universités que moi j'ai étudiées au Canada, on nous permettait de faire les travaux ensemble. Et eux, c'est leur politique qui commence avec pour marquer ce qu'on appelle l'association, pour que vous puissiez faire des projets ensemble pour avancer. Le problème général de notre entrepreneuriat au Congo, beaucoup de politiciens sont devenus des commerçants en même temps. Beaucoup de décideurs qui devraient permettre à cette jeunesse, aux entrepreneurs d'entreprendre, d'essayer de faire le travail. Depuis un moment, 18 ans ou 20 ans, beaucoup sont devenus associés des étrangers, des Libanais, des Indiens, des Chinois. J'ai vu le ministre de l'Industrie dernièrement, qui est le ministre des Mines aujourd'hui, je pense. J'ai vu l'allocation où il disait la corruption, c'est quelque chose qui tue ces pays. Quand vous êtes autorité, vous prenez l'argent d'un Chinois, d'un Indien, d'un Libanais, sachez que vous êtes en train de tuer des Congolais. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons laisser la justice au centre de tout pour permettre que le pays avance. Nous devons arrêter à faire des forums avec des gens qui sont la cause réelle de cette situation. Il y a beaucoup des organisations de jeunes entrepreneurs, des chambres de commerce qui vivent avec la population, des coopératives, qui ont des mots à dire, mais ils sont empêchés d'être sur cette table-là. C'est pour cela, d'ailleurs, vous voyez, j'ai dit la sous-traitance, qu'on puisse associer les autres forces pour donner leur voix. Et la meilleure des choses, la pire des choses que je combats depuis un moment, la banque. Nous n'avons pas une banque capable d'accompagner nos projets. Toutes les banques étrangères ne nous appartiennent pas. Et ces gens fonctionnent dans le communautarisme. Quand vous êtes indien, vous allez à leur banque, ils ont leurs taux d'intérêt pour les Indiens, ils ont les taux d'intérêt inimaginables en ce 21e siècle pour les Congolais. Inimaginable. Voilà pourquoi moi, je fais ma part. Je l'ai dit la fois passée, c'est dans des réseaux sociaux. Moi, j'ai amené une banque en procès ici à République. Et le taux qui sont bancaires pour réussir bien, devenir grand, nous devons être accompagnés par des banques. À l'époque, il y avait Sofidé qui accompagnait tous les hommes d'affaires que je vous ai montrés ici. Il y avait des pôles provinciaux. Il y avait l'argent pour les gens. On choisissait certains pour booster l'économie dans les Kwilu. On devait chercher dans les Bandundu les 3, 4, 10, 20 personnes qui peuvent être boostées. Au Bas-Congo, c'est la Sofidé qui comprenait cela, qui essayait de financer cela. C'est comme ça que vous avez eu ces grands hommes d'affaires, ces grandes dames
qui sont passés par l'époque du Zaïre. Et depuis un moment, il y a eu ce qu'on appelle des coopérants. Ce n'est pas des banquiers, c'est des coopérants qui se sont arrangés avec certaines personnes qui nous représentaient politiquement pour le pays, qui se sont engagés des milliards pour leur poche à eux. Et c'est comme ça qu'on impose aux Congolais d'avoir un taux d'intérêt qui avoisine 45% l'an, 50% l'an. C'est criminel. Aucun homme d'affaires, aucune femme d'affaires ne peut progresser avec ça. Je vous donne un exemple. Vous prenez 100 000 $ de crédit. On vous dit vous remboursez 12 à 15 000 $ par mois. Et alors, votre concurrent prend le même 100 000 $. Il rembourse 2 000 $ par mois. Vous ne pouvez pas faire face à lui. Parce que vous, quand vous faisiez venir les conteneurs, heureusement aujourd'hui on est tenté de nous dire qu'on est tenté de construire les ports à eau profonde à Mwanda. Mais à l'époque, votre conteneur atterrissait d'abord, jusqu'aujourd'hui, ça atterrit à Pointe-Noire. Pour que ça arrive à Matadi, il y a des conteneurs qui faisaient 3 à 4 mois. Pendant ce temps, vous remboursez la banque. Si les crédits est de 12 mois, vous remboursez 15 000 $, 15 000 $, 15 000 $, donc vous êtes déjà arrivé à 60 000 $. Quand les conteneurs vont arriver, le temps que vous dédouanez, le temps que vous vendez la marchandise, on confisque votre maison. C'est comme ça, vous voyez ce que j'appelle ces bandits-là, ont pris des maisons des mamans veuves qui ne maîtrisaient pas les notions de crédit. C'est pour cela, vous voyez des gens, des institutions financières qui ont commencé avec 5 millions, qui sont aujourd'hui à un capital de 120 millions. Ce n'est qu'en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous interpellons à tous les Congolais de nous joindre, de se battre pour ces combats-là. Moi, je fais ma part. C'est ce que je dis toujours. On demande que les autres puissent s'en approprier aussi pour faire leur part. Nous devons nous battre. Nous demandons justement aux autorités. Nous n'avons pas cessé de crier. Nous n'avons pas cessé de demander qu'on nous appelle, qu'on nous écoute. Arrêtez d'appeler les organisations patronales qui sont complices avec les gens qui détruisent notre économie. Nous sommes tous Congolais. Vous êtes Congolais, Congolaises. Vous avez droit au chapitre. Et pour avoir le chapitre, il faut avoir un cadre. Voilà pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, on demande que ce qu'on appelle FPI, Fonds de promotion industrielle, soit transformé à une banque d'investissement congolaise. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout pour essayer d'avancer ce pays. Et nous devons avoir ces pouvoirs économiques, pouvoir d'argent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Claude. Je pense que les deux questions ont été répondues en un coup. On va prendre l'honorable Gabriela et ensuite l'honorable Aboubakar. Honorable Président, merci pour la parole. Monsieur Claude Maluma, combien avez-vous reçu du gouvernement congolais pour faire votre tournée en Europe et en Amérique afin de parler du génocide? J'ai dit Honorable Président. Merci, Honorable Gabriela. Honorable Aboubakar Banjolo pour son allocution. Vous avez la parole, honorable. Pour la parole accordée, merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, au nom de la patrie, je vous salue. Permettez-moi de situer ma préoccupation autour de l'actualité de notre ville. Notre invité du jour fut candidat aux élections au poste de gouverneur en 2018. À ce titre, j'aimerais l'interroger sur la gouvernance actuelle de notre capitale. Monsieur Claude Claude Maluma, excusez-moi. Kinshasa fait aujourd'hui face à une accumulation de défis. Insalubrité persistante, insécurité grandissante, embouteillage chronique et bien d'autres maux qui gangrènent ou encore qui affectent notre capitale.
comment évoluez-vous la gouvernance actuelle de la ville de Kinshasa? La première question. Gardez-vous encore l'ambition de diriger cette ville? Si oui, quelles seraient alors vos actions prioritaires pour un redressement concret et durable? Kinshasa n'a pas besoin qu'on lui rappelle ses défauts ou encore ses problèmes. Elle attend seulement de voir qui aura enfin le courage d'y apporter des solutions concrètes et durables. J'ai dit honorable président. Merci honorable Aboubakar. Je profitais pour ajouter 2 questions, comme ça vous répondez une fois pour toutes et on va chuter. Monsieur Claude Malouma, on reproche à l'accord que vous soutenez que nos négociateurs aient accepté la neutralisation des FDLR. Et plusieurs Congolais pensent que le Rwanda gagne beaucoup dans cet accord, les États-Unis gagnent beaucoup dans cet accord, que les Congolais eux-mêmes. Quel est votre avis à ce sujet? La deuxième des choses, est-ce que vous pensez que Corneille Nangaa, l'AFCM 23, est concerné par cet accord? Parce qu'ils sont ceux qui occupent des territoires aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez la parole pour rencontrer ces préoccupations et nous allons chuter. La première question, je pense que j'ai déjà parlé de cela. Personne ne m'a donné $1 pour faire ce que j'avais à faire. Ma tournée, je le fais à fond propre parce que pour moi, j'estime que quand Kennedy disait ne pose pas toujours la question qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, pose-toi la question qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. J'ai écrit les livres, j'ai pesé les risques, je sais que je suis menacé à l'interne comme à l'externe, mais j'ai estimé que chacun de nous doit faire sa part. Et moi, ma part, c'est celle-là. Je fais la tournée pour faire connaître la souffrance, la vraie version de la guerre congolaise. Il n'y a personne qui m'a donné l'argent. Et d'ailleurs, pour vous informer, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis avec vous. J'ai l'argent qu'on me doit au gouvernement congolais depuis 2023. Ce n'est pas toujours payé. Je suis en train de me battre pour qu'on me paye mon argent, que j'ai fourni la marchandise. C'est-à-dire que je n'ai pas de privilèges. Je suis en train de me battre. Depuis octobre 2023, je me suis battu contre M. Alinguete. Même en procès, je pense, ceux qui ont suivi. Je me suis battu contre Alinguete pour prouver qu'il mentait, qu'il n'était pas sérieux, qu'il a fait des faux rapports. Et je l'ai gagné en justice. Donc, ce n'est pas parce que tu as un problème dans ton pays que tu vas aller prendre des armes pour tuer des Congolais. Non. Nous devons nous battre avec les solutions qu'on a dans le pays. Je me suis battu avec M. Alinguete jusqu'au Conseil d'État, je l'ai gagné et j'attends mon paiement jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne suis pas privilégié. Donc je suis qu'un simple Congolais qui cherche sa place sous le soleil comme tout le monde. Pour la ville de Kinshasa, c'est un problème qui date depuis longtemps. Oui, j'ai été candidat gouverneur de la ville de Kinshasa en 2018. J'ai voulu apporter des solutions. Dans ma conception des choses, la ville de Kinshasa n'a plus besoin d'avoir un gouverneur assis au bureau à la Gombe. Seul, Kinshasa est devenu une mégapole. Quand on a une mégapole, comme dans d'autres cieux, si vous allez dans des communes aujourd'hui, les bourgmestres, certains n'ont même pas de brouettes. Alors, nous devons, c'est ce que moi j'ai appelé une gestion participative. Moi, j'ai proposé la solution, une gestion participative, où le gouverneur va avoir un bureau à Tchangou, à Selembao, à Kitokimosi, là où la population est en train de travailler. Et que ce gouverneur donne le moyen à tous les bourgmestres, comme on voit ailleurs dans des arrondissements. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis à la Gombe qui doit aller régler les petits trous qui se trouvent à Matete ou à Kitokimosi. C'est le bourgmestre, les chefs de quartier. Valorisons la territoriale. Si nous donnons la possibilité à ces gens-là, avoir ce qu'on appelle les casernes pompiers,
dans chaque commune, leur donner jusqu'à... Même la population aura besoin de participer à payer ce qu'on appelle les taxes foncières, son impôt. Du moment où il saura que lui-même, en tant que citoyen de la commune, son argent qu'il met, une partie reste à la commune et les travaux qu'ils vont faire à la commune soient décidés à la commune, y associant les notables de la commune. Tout le monde va comprendre que non, l'argent qui est entré là, nous allons faire telle avenue, Makanzangiringiri, nous allons faire tel à Bibois, nous allons faire tel à Maloueka, nous allons faire tel. Donc, les notables vont transmettre, les chefs d'avenue vont dire, voilà, c'est moi ici, on va faire tel travaux. Les petits trous seront arrangés par les bourgmestres. C'est ce qu'on appelle la gestion participative, où tout le monde doit participer à la gestion de sa ville. Malheureusement, nous continuons avec ce qu'on a vu. Le gouverneur est assis à la Gombe, dans son bureau, et tout doit venir vers la Gombe, avec les embouteillages. Déjà, donc, vous comprenez, quand l'incendie est là, les véhicules quittent ici avant d'arriver, c'est déjà catastrophique. Voilà, moi j'ai proposé la gestion participative. Malheureusement, moi et vous, on ne peut pas décider pour le gouverneur, c'est les autres, c'est le plus offrant qui gagne toujours. Parce qu'ils ont des jeeps, parce qu'ils ont l'argent à donner les députés provinciaux et ils passent. Moi, je refusais de le faire. Parce que dans mon éducation, ce que mon père m'a appris, si tu commences à transiger avec tes valeurs, alors ta dignité n'y est plus. C'est tout peut nous partir, mais tout ce qui peut nous rester, c'est notre dignité. Et j'ai accepté de me battre avec les idées. On n'a pas pris la gestion participative, nous voyons là où nous en sommes. Et les gens doivent apprendre le courage de changer les choses. Le gouverneur actuel doit avoir le courage d'appeler, de lancer ce qu'on appelle l'état général de la ville-province de Kinshasa pour écouter les personnes qui sont capables de lui donner des idées pour réussir. Parce que l'objectif pour moi n'est pas de faire partie le gouverneur, de les tuer, de les chasser. L'objectif est pour qu'on améliore. Parce qu'on peut l'enlever, on met quelqu'un d'autre et ça va partir toujours comme ça, en cacahuète. Parce que le problème majeur, une gestion participative, une mégapole, qui était une ville de 200 000 habitants, qui aujourd'hui a 20 millions d'habitants, 15 à 20 millions d'habitants, c'est une mégapole. Aucune mégapole dans le monde ici est gérée de cette façon. Non. Voilà un peu. Nous devons prendre conscience, c'est ce que j'ai dit dans mon allocution, nous devons prendre conscience, en 2040, nous serons 175 millions d'habitants, nous devons prendre conscience de tout préparer aujourd'hui. Nous avons beaucoup de dirigeants qui ne prévoient même pas 5 ans après. On appelle ça des prévisions. Alors que dans d'autres cieux, on prévoit 100 ans, même après sa mort. Il sait déjà que quand je ne serai pas là, telle avenue, on va faire ça. C'est ce qu'on a besoin dans notre ville, province de Kinshasa. La question de FDLR, la neutralisation. La neutralisation de FDLR dans l'accord de Washington. Dans l'accord, mais c'est simple. Vous savez, bon, moi je réfléchis, hein. Je pense que moi je n'étais pas parmi les signataires rédacteurs de l'accord, mais moi je réfléchis en tant que Congolais, en tant qu'homme intellectuel congolais, mais je pense que le contrat reste la volonté des deux parties. C'est-à-dire, si le Congo a l'obligation, dans un contrat, il y a l'obligation et il y a le droit aussi. Si le Congo va chercher les FDLR, ok? Mais le Rwanda aussi a des obligations. Et puis, il faut d'abord que le Rwanda nous dise, les FDLR là se trouvent où? Parce que, moi je pense que, au moment opportun, parce que la mise en partie, il faut leur demander, ils se trouvent où pour qu'on les prenne, on vous amène. Souvenez-vous, Kagame est entré au Congo, la démission de M. Kamere, quand il a dit, je suis étonné de voir un accord, que l'armée rwandaise est sur le sol congolais. C'était pour la neutralisation des Rwandais, des FDLR. Donc, les Rwandais sont restés sur la terre du Congo pendant plusieurs années à chercher des FDLR.
qui n'ont pas neutralisé, et nous, on va neutraliser. Ils doivent nous montrer où se cachent-ils. S'ils sont à des... Parce qu'en ce moment, nous parlons. C'est eux qui gèrent le nord et le sud Kivu, non? Ils doivent savoir là où ils sont. Avec leurs marionnettes Nanga. Ils sont là-bas. Mais ils doivent savoir. C'est le moment de les arrêter, non? De les prendre. Mais quand tant que... Et ils n'ont pas trouvé. Nous, on va trouver ça où? C'est ça qu'on dit, les devoirs et les obligations. Un accord a toujours des devoirs et des obligations. En ce moment, les M23, les marionnettes de Paul Kagame du Rwanda, est en train de gérer le nord et le sud Kivu. Là où ils disent leurs menaces. C'est ça, non? Donc, les FDLR sont là, non? C'est eux qui administrent. Mais ils peuvent prendre ces FDLR-là, les donner au gouvernement, comme ça le gouvernement va les mettre au Rwanda, non? Donc, ça serait une bonne chose si ils font ce travail-là. Est-ce que ce n'est pas ça le piège de cet accord finalement? Parce qu'ils ont connaissance de ces faits. Dans l'accord, on reconnaît, on a même renvoyé les négociations AFCM 23 avec le gouvernement au Qatar. Mais est-ce que ce n'est pas là que les débats et les difficultés de la mise en œuvre de cet accord vont commencer? Non, c'est pas. Moi, je pense que, je ne sais pas si vous me saisissez, quand je dis, dans un contrat, c'est la volonté des deux parties. Ça, on parle des éléments juridiques maintenant. C'est-à-dire, quand j'ai le devoir de vous trouver la FDLR, vous avez l'obligation. Votre obligation, le Rwanda, si c'était moi, hein, l'obligation du Rwanda, vous administrez en ce moment les nord et les sud Kivu. Montrez-moi là où vous les avez trouvés, ils se cachent. Moi, je les prends, je vous donne. C'est eux qui administrent, non? Est-ce que le Rwanda ne devrait pas retirer ses troupes, laisser les territoires au Congo et au gouvernement congolais Voilà. avant que la neutralisation ne commence? Ben voilà. Mais voilà. Mais moi, vous me posez la question sur la neutralisation des FDLR. Moi, en ce moment, c'est comme si vous me demandez, je suis dans ma maison. Je suis dans ma maison, président. Vous me demandez, vous dites, votre chien est un danger pour moi. Mais c'est vous qui occupez ma maison. Moi, je suis dehors. Mais je vous dirais, bon, montre-moi où est le chien en question pour que je le prenne. Je le maîtrise. Mais vous me demandez à moi qui suis dehors, les chiens, votre chien est dangereux. Mais c'est toi, si vous êtes dans ma maison, vous m'empêchez d'entrer. Moi, je vais trouver les chiens où je suis dehors. Donc, je vous dirai, mais vous qui êtes dedans, montrez-moi les chiens. Moi, je le prends, je vous donne. Et c'est quoi la solution? Ça sera quoi la solution finalement? La solution finale est que M. Paul Kagame et les criminels de son État doivent dégager la République démocratique du Congo, laisser les enfants du Congo continuer dans leur pays, rentrer chez lui, aller faire du thé, laissez-nous avec nos richesses, laissez-nous tranquilles. C'est le bon Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il n'a qu'à faire du thé, regarder des gorilles chez lui là-bas. Il n'a rien sous le sous-sol. Il n'a qu'à nous supplier. Il n'a qu'à pleurer. Il n'a qu'à dire pardon, Tshisekedi, pardon les Congolais. Si vous pouvez m'aider à avoir un peu tout ça. Il a pleuré comme il a pleuré. Vous n'avez pas vu qu'il était très fâché? Ah bon? Il était très fâché parce que là, je félicite M. Bérand Kolongele de l'avoir mis d'un bon français. Merci. Merci beaucoup, M. Claude Malouma. Merci de vous être prêté à cet exercice. Merci aux parlementaires qui ont chaleureusement participé à cette séance. J'espère que les Congolais ont saisi le message de M. Claude Malouma. Notre pays vit un génocide. Nos terres sont occupées. Il est du devoir de chacun de faire sa part. Il a fait sa part. Il a fait la tournée en Europe, en Amérique. Il a écrit les livres. Et il continue à sensibiliser sur les médias locaux sur la nécessité de reconnaître les génocides, de vulgariser ces massacres pour que ça s'arrête, parce que 15 millions de morts, c'est trop. Il faut que ça cesse. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.